Monsieur Durand, vous allez ici même me tracer un parc anglais au milieu duquel je veux un château Renaissance, en face d'un pavillon gothique entouré d'eau. Il y a des sources, vous m'en ferez des cascades. Telle fut la demande d'Alexandre Dumas à son architecte Hippolyte Durand suite à sa balade en forêt de Marly. Au sommet de sa gloire, en 1844, après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, le célèbre auteur dépense des centaines de milliers de francs afin de construire ce qu'il nomme une réduction du paradis terrestre. L'auteur du Collier de la Reine, qui réside à Saint-Germain-en-Laye, souhaite s'établir loin de la ville pour écrire au calme et tombe sous le charme de ce terrain avec vue sur la Seine. Après de nombreuses rénovations, le château devient une demeure ainsi qu'un parc dédié à l'œuvre d'Alexandre Dumas. Le château de Monte Cristo est dirigé par Frédéric Lurol, qui gère une petite équipe composée notamment d'agents d'accueil, de conférenciers, de techniciens et de jardiniers. La visite va commencer. Installez-vous confortablement pour vivre la vie de château. Le château de Monte Cristo, s'il est situé en pleine ville, est un petit écrin de verdure composé d'un parc à l'anglaise et de 2 bâtiments du XIXe siècle. Le tout fut imaginé et commandé par Alexandre Dumas lui-même. Alors, le château de Monte Cristo se situe au port Marly, dans les Yvelines. On est très près de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. Le domaine de Monte Cristo, c'est un parc avec 2 bâtiments. Le château de Monte Cristo et face à lui le château d'If. Dumas fait une maison qui est à son image finalement, extravagante, une petite folie et en même temps un lieu de prestige quelque part où on ne peut pas le rater. il est là, il est bien présent et sa maison est vraiment l'expression de son extravagance, vraiment. Lorsqu'on arrive à Monte Cristo, on ne voit pas tout de suite le château, il est caché. Donc on arrive par le pavillon d'accueil qui est situé en hauteur et ensuite on fait une déambulation lente pour arriver au château. On va traverser une grotte, on va passer vers des rocailles, découvrir un certain nombre de bassins. Et puis la première chose qu'on peut découvrir, c'est le château d'If, le cabinet de travail d'Alexandre Dumas. Il avait souhaité avoir un cabinet de travail isolé, afin qu'on ne le dérange pas et qu'il puisse avoir toute la concentration qui lui était nécessaire pour écrire. Le château d'If, c'est un petit bâtiment totalement éclectique, sur lequel on va retrouver un balcon en bois qui peut faire penser à un chalet suisse. On va retrouver une tourelle qui est faite comme une maison normande. Et puis en même temps une décoration gothique absolument partout. Sur les façades du château d'If, on va retrouver des titres d'œuvres d'Alexandre Dumas. Il y en a 88 au total. Si Dumas était resté là plus longtemps, il est évident que le château serait totalement recouvert de tous ces titres. Donc c'est vraiment un lieu qui est propre à Dumas, toute son âme est là. Il est vraiment ici, c'est lui qui a fait construire et c'est lui qui a imprimé sa marque. Si les visiteurs n'ont pas la possibilité de rentrer à l'intérieur de cette première curiosité, Frédéric Lurol nous ouvre en exclusivité les portes de cet intrigant château d'If.
Cette petite demeure annexe est mise en scène comme à l'époque de Dumas. On a donc ici une table de travail. Bien sûr, c'est une reconstitution. On ne sait pas du tout si ce bureau était vraiment placé là. On sait juste, parce que Dumas en parle dans ses mémoires, qu'il regardait ce qu'il se passait dans son château à travers des vitres colorées. Donc on suppose quand même que son bureau n'était pas très loin. En plus, c'était une source de lumière, donc ça paraît un peu évident que son bureau puisse être placé à cet endroit-là. Il faut savoir que ce n'est pas le bureau d'Alexandre Dumas père, mais le bureau d'Alexandre Dumas fils qui est ici. Et puis dans cette pièce qui est très petite, Dumas se chauffait grâce à une cheminée. Il pouvait monter grâce à cet escalier en fer forgé, il pouvait monter à l'étage pour se reposer. À l'étage aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Il faut imaginer juste un lit que Dumas avait placé là. Et donc nous avons juste le costume qu'endossait Francis Perrin lorsqu'il a interprété Alexandre Dumas dans une pièce qui s'appelait Signé Dumas, qui a ensuite été reprise au cinéma avec Depardieu et Poulvord, si mes souvenirs sont bons. C'est une pièce dans laquelle on n'entre pas, le public n'entre pas, tout simplement parce que lorsqu'on fait visiter un lieu, il faut qu'il y ait une porte d'entrée et une porte de sortie distinctes. Et ce n'est pas le cas. Dumas n'avait pas du tout prévu qu'un jour on visiterait son cabinet de travail. Donc on peut satisfaire sa curiosité quand même, puisqu'il y a une porte vitrée qui permet aux visiteurs de regarder ce qu'il y a dans cette pièce. Donc ici, sur cette table de travail, on a fait une petite mise en scène avec des livres d'Alexandre Dumas, une plume et puis un fac-similé d'une lettre d'Alexandre Dumas signée avec vraiment sa très belle écriture. Il faut savoir qu'Alexandre Dumas, quand il est monté à Paris, il a été embauché par le duc d'Orléans à la bibliothèque et il était copiste parce qu'il avait été remarqué comme ayant une très belle écriture. C'est ça qui lui a permis de pouvoir gagner sa vie au démarrage avant d'entamer sa carrière littéraire. Donc dans le château d'If, il y a un élément très particulier. Sur le mur, il y a une trace de l'écriture d'Alexandre Dumas. Il se trouve que Dumas n'est pas toujours là pendant les travaux et alors qu'il revient, un jour il vient vérifier où en sont ses travaux et il s'aperçoit que la pièce a été peinte. Et il écrit sur le mur « c'est pour mettre du papier, il était donc inutile de peindre ». Dumas, qui est très dépensier, tout à coup fait attention à ses sous, manifestement. Mais bon, c'est une marque de l'écrivain lui-même sur le mur. Malheureusement, c'est vrai que le visiteur, quand il est placé à l'extérieur, ne peut pas voir cette écriture-là. Et du château d'If, on a une magnifique vue sur la façade principale du château de Monte Cristo. Mais pour cela, il faut encore continuer à déambuler dans le parc, traverser des rocailles pour y arriver. Le parc d'Alexandre Dumas fait 3 hectares aujourd'hui. Il en faisait sans doute plus à son époque. Mais il faut savoir qu'à l'époque, Dumas ne l'avait pas ceinturé de murs, seulement à certains endroits. Donc on suppose que la propriété était plus grande, mais sans certitude absolue non plus. Donc on est dans une atmosphère romantique, donc ce parc aménagé à l'anglaise qui paraît un peu sauvage mais qui en fait est très travaillé. Dans ce parc, nous y avons plusieurs sculptures puisque chaque année nous organisons des expositions d'art contemporain et certains artistes nous ont laissé des sculptures. Donc on peut les découvrir au fur et à mesure de notre promenade. Et puis on arrive au château de Monte Cristo, donc là il faut vraiment prendre le temps de tourner autour, de regarder tous les détails. Autour de chaque fenêtre, vous avez des instruments de musique, des anges, des personnages mi-anges, mi-végétaux, des bouquets de fleurs, des bouquets de fruits, des armes, des instruments de musique, des visages d'écrivains qu'on peut voir sur les façades. Donc c'est vraiment une architecture extrêmement fouillée, très fine, très raffinée.
Sous le blason de la famille Davy de la Pailletterie, qui est le nom des ancêtres d'Alexandre Dumas, se trouve un drapé sculpté de la devise de Dumas, « J'aime qui m'aime ». Alors au départ, Dumas voulait une maison de campagne. Maintenant, le projet a évolué d'une façon incroyable puisque c'est ce château qui est sorti de terre et on retrouve une maison qui est sculptée de toutes parts. La pierre est blonde et on va retrouver sur les façades des oiseaux, des grains de blé, des instruments de musique, des bouquets de fleurs. Et puis bien évidemment, le visage de Dumas trône juste au-dessus de la porte d'entrée. Dumas vivait ici avec sans doute des maîtresses. On n'a pas énormément de traces de ce qui se passait réellement là. Dumas ne parle de Monte Cristo qu'assez peu dans ses mémoires. Il parle surtout de la construction, de la volonté de la construction de cette maison, de la pendaison de crémaillère. Après, pour la vie ici, c'est assez flou. Et il parle de ce lieu dans Histoire de mes bêtes. Alexandre Dumas a fait construire le château de Monte Cristo en 1844. On sait qu'en 1846, le château devait être à peu près terminé puisque c'est la date qui figure sur les façades. En 1847, Dumas pend la crémaillère. Il dit avoir invité 50 personnes et ce sont 600 personnes qui se sont pressées pour venir voir ce lieu. Ça faisait beaucoup de bruit autour d'Alexandre Dumas. Apparemment, le duc d'Orléans se plaignait parce que il y avait beaucoup de bruit autour de Port-Marly et de Saint-Germain, puisque c'était un peu associé, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit autour de Versailles. Donc les gens répondaient au duc d'Orléans, mais faites venir Dumas à Versailles, vous verrez, vous aurez du bruit aussi. Bon, donc il y avait une vie qui se passait là, il y avait beaucoup de gens qui se pressaient pour venir voir Alexandre Dumas, pour venir voir cette maison, voir l'endroit où il vivait. À l'intérieur, il ne reste bien évidemment rien de l'époque d'Alexandre Dumas, mais toute la décoration ainsi que le mobilier sont consacrés à l'auteur de La Reine Margot et à son œuvre. Et puis on rentre à l'intérieur du château de Monte Cristo, qui a des dimensions très intimistes, et on peut visiter 2 ou 3 étages, selon si on a une exposition temporaire en place ou pas au dernier étage. Les collections qui sont à l'intérieur du château retracent la vie et l'œuvre d'Alexandre Dumas, grâce à des peintures, des gravures, des sculptures. Nous avons des panneaux pédagogiques dans toutes les pièces qui permettent d'expliquer ce que l'on peut voir. Toutes les pièces ont un caractère un petit peu particulier, soit parce qu'elles sont très petites, très intimistes, soit parce qu'elles ont des vitraux avec de très beaux motifs. Vous avez aussi, comme la pièce dans laquelle je suis, qui est décorée au niveau des plafonds, vous avez des personnages en ronde-bosse qui sont sculptés dans les murs, qui peuvent évoquer des personnages de théâtre qui se regardent comme s'ils étaient dans des loges. Donc tout cela est très fin et ça montre un raffinement du 19e qui est assez important. Ici, nous sommes au premier étage du château et dans cette pièce, nous avons choisi d'évoquer le roman d'Alexandre Dumas. Alors, bien entendu, vu la production considérable d'Alexandre Dumas, il y a beaucoup de choses à dire dans cette pièce. On a évidemment choisi d'évoquer les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo, mais pas uniquement. Nous avons une bibliothèque entière avec un très grand nombre de titres qu'il est amusant de regarder. Et puis, on évoque 2 histoires de colliers, avec le collier de la reine, dont Dumas a fait un roman. Et on montre le bijou, puisqu'on a une reconstitution en verre, bien entendu, du collier de la reine. Et puis, on a également, dans l'histoire des Trois Mousquetaires, les fameux ferrets. Et on a une reconstitution en cristal de Swarovski des ferrets. Ça permet au public de voir
qu'il s'agit de deux bijoux différents. Et puis ça permet de voir que les ferrets, ce sont des petites aiguillettes, ce n'est pas un collier complet, alors que le collier de la reine, c'est vraiment quelque chose de très très imposant, qui devait être un bijou extrêmement lourd et extrêmement difficile à porter. D'ailleurs, il n'a jamais été porté, celui-là, puisqu'il a été volé avant d'être transmis à la reine. Dumas est un auteur qui est universellement connu. On va retrouver des traductions de ses œuvres un petit peu partout dans le monde. Ici, on a mis un petit échantillon dans cette vitrine. On va retrouver des traductions de ses romans en japonais, en coréen, en turc, en russe évidemment. En Russie, il faut savoir que les romans d'Alexandre Dumas sont extrêmement lus. Et avant les événements dramatiques qui ont lieu, on avait énormément de Russes qui venaient visiter Monte Cristo. C'était notre clientèle étrangère la plus importante. On a la version du Comte de Monte Cristo avec Louis Jourdan et puis le Trois Mousquetaires dans une version anglaise. J'espère que nous aurons bientôt l'affiche des Trois Mousquetaires qui sort actuellement. Voilà, bon, c'est pour montrer le côté extrêmement vivant d'Alexandre Dumas, enfin de son œuvre en tout cas. Il est toujours présent aujourd'hui à travers les livres, mais à travers aussi le cinéma. Dumas va meubler sa maison avec un mobilier très éclectique. Il va y avoir des tentures, des tapis, des objets de toutes sortes. Dumas voyage et il ramène de ses voyages énormément d'objets. Dans cette pièce qui est toujours au premier étage du château, on évoque le voyage, puisque ça était très important dans la vie d'Alexandre Dumas, le fait d'aller à la rencontre d'autres populations. Et ici, notamment, dans cette vitrine, on parle du voyage en Russie d'Alexandre Dumas. On a des facsimilés de ses impressions, donc avec son écriture qui était très belle. Il est allé en Espagne, il a vécu en Italie, il est allé en Suisse, etc. Et à chaque fois, Dumas écrivait ses impressions de voyage. Il avait un passeport, c'est assez amusant parce que sur son passeport, il triche sur son âge. Et puis, on peut voir un petit peu ce qu'il a pu écrire et ce qui a suscité des envies de voyage pour d'autres personnes. Et surtout une ouverture sur le monde. La pièce la plus impressionnante du château de Monte Cristo et aussi la plus insolite est sans aucun doute le salon mauresque. Quand on monte à l'étage, on va retrouver également le fameux salon mauresque qui est la pépite de Monte Cristo. C'est vraiment un trésor qui est inattendu et très rare. Nous sommes dans le salon mauresque, qui est un salon parfaitement authentique, qui a été réalisé par deux artisans tunisiens qu'Alexandre Dumas avait ramenés de l'un de ses voyages. Le gouvernement français, en 1846, souhaite inciter les Français à aller s'installer dans la nouvelle colonie française qu'est l'Algérie. Et le gouvernement va demander à Alexandre Dumas de se rendre en Algérie pour écrire ses impressions de voyage, puisqu'il en a l'habitude et que tous ses écrits ont beaucoup de succès. Donc le gouvernement est sûr que Dumas donnera envie, suscitera ce besoin et cette envie d'aller découvrir l'Algérie. Dumas est d'accord pour ce projet, ceci dit, il ne veut pas aller qu'en Algérie, donc il réussit à négocier le fait de faire tout un périple et de voyager en Orient. Et lorsqu'il arrive en Tunisie,
il va être le témoin de la construction du mausolée du Beth Tunis. Et là, il va tout faire pour ramener avec lui les deux artisans qui sont en train de construire ce mausolée pour le Beth Tunis. Il arrive à convaincre le Beth Tunis de façon assez rapide en lui disant que finalement, puisque c'est un mausolée, il n'est pas pressé, alors que lui, il l'est puisqu'il veut une œuvre de vie dans son château. Les deux artisans vont venir ici à Monte Cristo. Ils vont construire ce magnifique salon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait deux pièces. Celle-ci a été faite par l'artisan qui était le plus aguerri à l'art de sculpter le stuc. Il faut savoir que les deux artisans étaient un père et un fils. Donc le père savait parfaitement manier cet art, alors qu'en revanche le fils apprenait à le faire. Et dans la pièce à côté, derrière les arcades qui sont derrière moi, vous avez une sculpture qui est plus grossière, avec une thématique différente. Ici, vous avez une thématique solaire, très géométrique, alors que dans la pièce à côté, ça reste géométrique aussi, mais c'est une thématique végétale et beaucoup plus grossière. Ce n'est pas du tout la même chose. À l'époque d'Alexandre Dumas, le sol est en bois, et c'est au moment de la restauration, grâce au mécénat de compétences offert par le roi Hassan II, que ce sol, fait de marbre et de zélige de couleur, a été offert par le roi Hassan II. Tout a été refait dans les règles de l'art, donc c'est une pièce qui est assez étonnante, totalement insolite. On ne s'attend pas du tout à avoir une pièce comme celle-là quand on arrive à Monte Cristo. Et c'est vraiment une petite pépite. En revanche, on va retrouver toujours la marque d'Alexandre Dumas. On a au-dessus de l'arcade ici les armes de la famille David La Pailletterie, qu'on va retrouver sur la façade du château. Et puis dans l'autre pièce, on va avoir en lettres dorées le A et D entrelacés, comme sur la façade du château également. Donc Dumas imprime toujours sa marque quelque part. Cependant, Alexandre Dumas ne vit que quelques années dans sa résidence puisque l'auteur, très dépensier, doit éponger ses dettes. Dumas vend son château en 1849 avant de partir s'installer en Belgique. Différents propriétaires se succèdent jusque dans les années 1950 et le rachat par une société immobilière. De nombreux changements sont réalisés, notamment pour transformer le château en pensionnat. Cependant, la demeure n'est pas entretenue et la société immobilière décide de raser le château afin d'y construire 400 logements. Alors c'est là qu'il y a deux entités qui vont se lever. D'abord la Société des Amis d'Alexandre Dumas, avec à sa tête Alain Decaux, qui va émouvoir les foules en faisant un article dans le Figaro pour dire il faut absolument sauver Monte Cristo. Parallèlement à cela, on a les trois villes de Marly-le-Roi, Port-Marly et Le Pec qui vont s'associer, constituer un syndicat intercommunal et ils vont empêcher la destruction. Ce sont ces trois villes qui vont stopper le projet de démolition auprès de la préfecture et ils vont acheter les lieux. C'est comme ça que le domaine va être sauvé. On est en 1970-71 et le château appartient depuis lors au syndicat intercommunal de Monte Cristo. Donc en 85, il y a comme une rustine sur un château et entre 90 et 94, là vraiment, il y a des travaux d'envergure. Après, ça ne s'est pas arrêté là puisque déjà, quand on est dans une maison, on sait que c'est jamais terminé, mais dans un château, c'est encore pire. Donc il y a d'autres travaux qui sont intervenus après. Bref, c'est un travail qui est sans fin dans un château comme celui-là, surtout qu'on est dans un parc de 3 hectares qui est aménagé à l'anglaise avec des grottes, des rocailles, des bassins, et il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours. Depuis plusieurs décennies, les équipes de Frédéric Lurol rassemblent les amateurs d'Alexandre Dumas dans cette magnifique demeure du XIXe siècle.
Aujourd'hui, le château est pérenne et accueille près de 30 000 visiteurs par an, notamment grâce à des rendez-vous musicaux, des journées déguisées, des escape games ou encore des visites théâtralisées ainsi que des expositions. Alors si vous admirez l'auteur des Trois Mousquetaires ou que vous souhaitez découvrir son œuvre, n'attendez plus et franchissez le pas de la vie de château.